On est le campus animaliste, l'assaut de jeunesse du parti animaliste. Et donc on est une association composée de jeunes de 15 à 29 ans. Et vraiment notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte on part du principe et du constat que les jeunes sont assez souvent ou plus souvent sensibles à la condition animale. En tout cas, il y a une sensibilité là chez les gens de notre âge, avec l'île de 214, avec un certain nombre de raisons qui font que voilà, il y a une sensibilité, mais pas forcément derrière d'engagement politique, de revendication politique. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de permettre ce passage-là, d'essayer de faire en sorte que des jeunes qui sont sensibles à la question animale puissent avoir derrière des revendications, puissent s'engager et puissent se former aussi par rapport à ça. Ça, c'est un des gros points qu'on fait. On a la revendication politique, et donc on a des revendications, par exemple, pour essayer de demander à l'éducation nationale qu'il y ait de l'éducation à l'éthique animale et l'éthologie à l'école, des revendications locales. Mais un des gros aspects de ce qu'on veut faire et de ce qu'on fait, c'est de la formation. On s'entraîne à débattre, on s'entraîne à faire des discours, des plaidoiries. Bientôt, on aura un concours de plaidoirie pour les animaux en fin novembre. Et vraiment avec l'objectif d'être dans le plus de villes en France. Donc il y a un groupe local à Rennes, enfin ils en parleront ensuite. Il y a un groupe local à Paris, il y a un groupe local à Strasbourg, il y a un groupe local à Perpignan. Et donc vraiment notre deux objectifs, c'est faire en sorte de politiser la question animale chez les jeunes et de nous former pour devenir plus forts, pour pouvoir agir à plus grande échelle ensuite pour les animaux. Et c'est aussi en s'engageant voilà dans l'association qu'on peut monter en compétence et qu'on peut même faire ce genre de choses. C'est-à-dire Noé nous a rejoint il y a un an, un peu plus d'un an, et maintenant il est coprésident du campus aussi, et il peut faire des conférences, etc. En ayant des opportunités. Et on essaye vraiment de faire en sorte que chaque personne qui nous rejoigne puisse se développer, faire des choses, avancer, pour se développer soi-même et pour ensuite, in fine, aider à la cause animale. Voilà. Donc c'est bon pour moi. Et ensuite, donc là, c'est une conférence d'introduction à l'animalisme. Mais enfin, c'est la conférence de Noé pour le groupe local de Rennes. Merci bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes bien assis confortablement. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à la cause animale. Alors, introduction, c'est un terme qui peut rebuter. L'introduction, c'est souvent barbant, superficiel, ennuyeux, générique. Est-ce que ma conférence sera barbante, superficielle, générique? Je ne l'espère pas. Je vais vous introduire la cause animale. Et par là, j'entends introduire ses valeurs, sa philosophie, ses fondements. Et plus encore, présenter les grands défis qui nous attendent au cours du XXIe siècle. Je vais donc vous montrer que la cause animale, en fait, elle est partout. Toutes les décisions que nous prenons, que ce soit chez soi, dans une mairie, dans notre travail, à la cantine, dans notre carrière, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, toutes les décisions que nous prenons impactent in fine des animaux, des humains, mais évidemment les autres. Quand on parle d'animaux, beaucoup de gens s'imaginent ceci. C'est sûr que comme ça, l'animalisme, ça a l'air très mignon, mais un peu anecdotique. Parce que après tout, les chats et les chiens, ils sont plutôt bien traités dans notre société. Alors certes, il y a des actes de maltraitance, mais qui tiennent plus du fait divers que d'un phénomène général. Sauf que le truc, c'est que l'animalisme, quand on parle d'animaux, on parle aussi de ça. Ça, c'est une image banale d'un élevage intensif. 80% des poulets dans le monde sont élevés de cette manière. Sachez qu'il y a à peu près 25 milliards de poulets qui vivent à chaque instant dans le monde et on en tue pas loin de 60 milliards. Alors pourquoi on en tue plus chaque année qu'il y en existe? Tout simplement parce que en un an, il peut se succéder plusieurs générations. Donc ça explique pourquoi. Et sachez, pour donner une petite statistique, qu'il y a 1000 fois plus de poulets qui naissent chaque année en France que d'humains qui naissent chaque année en France. C'est-à-dire que si on joue au jeu de la réincarnation, c'est-à-dire à la fin de votre vie, vous réincarnez en n'importe quel animal, vous auriez 1000 fois plus de chances de vous réincarner en ça qu'en n'importe quel humain. Quand on parle des animaux, on pense souvent aux animaux qui vivent près de nous, avant tout aux animaux domestiques et aux animaux de compagnie. Mais la majorité des animaux sur Terre sont des animaux sauvages. Et là, j'aimerais vous casser un mythe. Vous avez peut-être vu passer sur Internet ce genre de graphique. On le lit un peu et on se dit, après tout, les animaux sauvages, c'est pas grand-chose. Regardez, c'est ce petit triangle vert. Surtout, on se dit que les humains et le bétail, c'est la majorité des animaux dans la planète.
Sauf que il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention. D'une part, là, on ne parle que des mammifères. Si on incluait les poissons, si on incluait les oiseaux ou les insectes, on verrait que la majorité sont des animaux sauvages. Et surtout, qu'est-ce que dit ce graphique? C'est la biomasse. La biomasse, c'est quoi? C'est la quantité de vie. C'est la masse d'animaux. Tout ce que nous dit ce graphique, c'est que les animaux d'élevage, le bétail et les humains pèsent plus lourd que les animaux sauvages, que les mammifères sauvages. Mais ça, c'est normal. Parce que le bétail, ce sont de gros animaux. Il y a des bœufs, il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a des cochons. C'est plutôt gros pour des mammifères. Même nous, les humains, on est plutôt gros. Et le truc, c'est que les animaux sauvages, c'est plutôt des petits animaux, des petits rongeurs, des musaraignes ou des chauves-souris, qui certes ne pèsent pas grand-chose, mais en termes de nombre d'individus représentent beaucoup plus. Si on avait représenté le nombre d'individus au lieu de la biomasse, on aurait vu que l'écrasante majorité des mammifères vivent à l'état sauvage. Et ce qui est vrai pour les mammifères est encore plus pour les autres animaux. Or, quand nous impactons ces animaux sauvages dans la vie courante, quand nous cultivons un champ, quand nous réchauffons l'atmosphère, quand nous acidifions les océans, nous avons un impact sur les animaux sauvages. Un impact souvent négatif, mais, je vais vous l'expliquer après, on peut aussi faire en sorte que cet impact soit positif. Tout ça pour vous dire que quand on parle d'animaux, on ne parle pas juste de quelques chats et chiens, on parle du sort de l'écrasante majorité des habitants de cette planète. Et alors, une question qui peut vous venir, c'est, au fond, pourquoi s'intéresser aux animaux? Et surtout, pourquoi s'intéresser spécifiquement aux animaux et pas, par exemple, au reste du vivant? Si vous avez quelques connaissances en biologie, une chose a dû vous titiller. Ça, c'est le vivant. En gros, il y a 3 domaines dans le vivant. Il y a les bactéries, il y a les archées et les eucaryotes. Les archées, c'est un peu comme des bactéries, mais moléculairement parlant, c'est pas exactement pareil. Et les eucaryotes, c'est les cellules que vous connaissez bien, que vous avez sûrement étudié en SVT, qui ont des noyaux. Et en gros, il y a que chez les eucaryotes qu'on a des êtres de plusieurs cellules. On a des champignons, on a des plantes, on a des animaux. Au fond, les animaux ne sont qu'une des nombreuses lignées de vivants. Pourquoi s'intéresser à elles en particulier? En fait, je vais mettre les choses au clair. L'animalisme pris au pied de la lettre, c'est nul. Parce que c'est quoi un animal biologiquement parlant? Biologiquement parlant, c'est un être doté de collagène. C'est quoi le collagène? C'est une protéine qu'on a qui permet de rendre notre peau élastique, comme ça. Vous êtes d'accord? On s'en fiche pas mal. Sauf que le truc, c'est que quand les animalismes parlent de défendre les animaux, c'est souvent une approximation pour désigner quelque chose de plus fondamental, qui est la sentience, qui est défendre les êtres sentients. Et là, je vais passer un peu de temps sur ce concept de sentience qui est absolument crucial dans l'animalisme. Et si on ne le comprend pas, on risque de passer à côté de bon nombre de discours animalistes. Bon, qu'est-ce que la sentience? La sentience, c'est le ressenti. La sentience, c'est ce qu'on vit à la première personne. La sentience, c'est le fait de percevoir consciemment les choses. C'est le film intérieur que nous avons quand nous sommes éveillés. Un film composé de couleurs, d'images, de sons, d'émotions, de pensées. La sentience, c'est tout ça. C'est vraiment le vécu qu'on a à la première personne. C'est le fait d'avoir une vie subjective. On pourrait aussi parler de conscience. Sauf que quand on parle, mais il s'agirait là de la conscience en général. Souvent, quand on parle de conscience, il y a un aspect réflexion derrière. Alors que là, faut savoir, la sentience, c'est vraiment le phénomène même d'être conscient, d'avoir des perceptions conscientes. On pourrait aussi parler de sensibilité, mais ce terme prête aussi un peu à confusion. Un thermomètre, par exemple, c'est sensible à la température. Ça veut pas dire que c'est sentient. Cela étant posé, un exemple très concret de sentience, c'est par exemple, vous pétez le pied contre un coin de chaise ou de table et vous avez mal. Le fait que vous ayez mal, ça montre que vous êtes un être sentient. Si vous n'étiez pas sentient, si vous étiez juste un tas de cellules qui réagissent inconsciemment à leur environnement, vous n'auriez pas mal. En fait, pour bien comprendre la conscience, la sentience, on va se ramener à une question plus fondamentale. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est comme une petite feuille d'automne qui virevolte au gré du vent et qui finalement chute, rongée par le temps. Merci Jean-Michel Proverbe, mais voici qu'il ne nous apprend pas grand-chose. On parle souvent de vie, mais on ne sait, sans vraiment se référer à ce que ça désigne précisément. Or, on pourrait distinguer 2 notions de la vie. D'une part, la notion biologique. La vie biologique, c'est celle de nos cellules. C'est
la croissance, le fait de se nourrir, le fait de se reproduire, de réaliser tout un tas de réactions chimiques qui vont tendre à l'autopréservation. Mais la vie, ça peut aussi être la vie subjective, ce qu'on vit à la première personne. Une personne dans un coma définitif, par exemple, elle a une vie biologique, elle a ses organes qui fonctionnent, mais elle n'a pas de vie au sens subjectif. Cela étant posé, bon, on a défini la sentience, mais vous vous demandez sans doute pourquoi la sentience est-elle si importante? Pourquoi est-ce que tant d'animalistes insistent-ils sur la sentience? Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration formelle, j'aimerais juste vous transmettre l'idée que la sentience n'est pas n'importe quoi, c'est pas non plus un critère tout à fait arbitraire. Si vous n'étiez pas sentient, ben, vous vous ficheriez de tout. Je pourrais vous découper en morceaux, par exemple, vous n'en souffririez nullement. Peut-être que vous vociféreriez, que vous gesticuleriez, mais au fond, vous ne sentirez rien. Car pour vous, en fait, vous n'existeriez pas personnellement. Pour vous, la vie serait comme un écran noir, alors qu'on vous découpe en morceaux, ça ne vous affecterait pas. Regardez aussi, par exemple, ce paysage. Ce paysage, s'il est aussi beau, c'est parce qu'il y a un être sentient derrière pour le percevoir, pour percevoir les couleurs et pour y attribuer une émotion plutôt positive. Si les couleurs, elles n'existent pas dans le monde réel. Tout ce qu'on a, ce sont des longueurs d'onde, des ondes électromagnétiques qui se diffusent dans l'air à différentes fréquences. Les couleurs, c'est une création de l'esprit. Le fait qu'on perçoit ça positivement, c'est aussi une création de l'esprit. S'il n'y avait pas d'être sentient, tout cela n'existerait pas. En fait, sans sentience, le monde serait totalement insipide. Je ne dis pas que ce serait un mauvais monde. Simplement, il n'aurait pas de saveur, ni en bien, ni en mal. Si la sentience n'existait pas, le monde, en fait, aurait moins d'intérêt, voire pas d'intérêt du tout, parce qu'il n'aurait d'intérêt pour personne. Donc, la sentience, c'est pas n'importe quoi. Mais, il faut comprendre aussi que c'est donc ça, sur ça que s'appuient les animalistes quand ils parlent d'animaux. C'est vraiment défendre les êtres sensibles, défendre les êtres sentients, ceux qui expérimentent une vie à la première personne. Et en fait, l'animaliste commence quand on réalise que les humains ne sont pas les seuls à pouvoir se préoccuper de leur vie, ce ne sont pas les seuls à expérimenter le bien-être, la souffrance, ce ne sont pas les seuls qui sont personnellement affectés par nos choix et nos décisions. Bon, très bien. Je dis que ce ne sont pas les seuls, mais qui sont-ils? Qui sont ces êtres sentients dont je parle? Qui est sentient concrètement? Ça m'amène à cette question. Est-ce que ce poisson est sentient? Est-ce que cette mouche est sentiente? Est-ce que cet arbre est sentient? Et occasionnellement, cet acrobate en dessous? Eh ben, je vais vous poser cette question. Déjà, dans la salle, qui pense que moi, je suis sentient? Levez la main si vous pensez que je le suis. Une très très large majorité. Mais la question que je vous pose, c'est comment vous savez ça? Vous ne pouvez pas accéder à mon état interne. Comment pouvez-vous savoir que je suis sentient? Allez-y, si quelqu'un veut se proposer. À la logique, parce que je sais que moi, je le suis, et comme toi, tu me ressembles, je dis que toi aussi. Intéressant. Est-ce que quelqu'un avait une autre proposition? Alors, je pense que c'est une bonne proposition. En effet, ce que tu dis là, en fait, finalement, c'est que tu ne peux pas savoir directement si moi je suis sentient, mais tu peux accéder à des indices extérieurs qui semblent montrer que je le suis. Et en fait, c'est comme ça qu'on étudie la sentience dans le règne animal. On peut pas se mettre à la place de l'animal, mais on peut étudier des critères extérieurs, son comportement, sa biologie, qui semblerait qu'il expérimente des choses à l'intérieur. En fait, étudier la sentience, c'est un peu comme faire de l'archéologie. En archéologie aussi, on étudie un phénomène auquel on n'a pas accès, à savoir le passé. Mais ce passé laisse des traces, des indices. Et en étudiant ces indices, on peut remonter la piste et se dire qu'il se serait probablement passé ceci ou cela. Mais étudier la sentience, c'est aussi la même chose, comme je l'ai expliqué. Alors, quels sont les indices extérieurs de la sentience? Il y en a beaucoup, il y en a qui sont même assez compliqués. Mais ça peut être, par exemple, moi je dis que je suis sentient. A priori, l'interprétation la plus parcimonieuse, ce serait de dire que je me trompe pas, que si je vous transmets, j'expérimente des sensations, très certainement, j'expérimente en effet des sensations. Et même sans langage, sans parole, on peut regarder par exemple un bébé qui crie, il n'est pas en train de dire oui, je suis un être sentient, mais si je peux vous lui écraser le pied, il crie, et vous savez que vous
si vous étiez dans une pareille situation, en effet, ça rejoint l'idée de l'analogie, vous sentiriez une douleur et vous crieriez. Et donc, vous vous dites, ben, ce bébé aussi, c'est la même chose. S'il crie, c'est qu'il ressent quelque chose derrière. Vous pouvez aussi regarder mon système nerveux. Vous voyez que j'ai un cerveau, tout comme vous, et que le cerveau est d'autre part impliqué dans bon nombre de rôles, dans la sensation, dans les émotions, dans la conscience. Donc, si j'ai ce même cerveau, c'est que très certainement, je suis sentient. Donc, c'est globalement avec ce genre d'indice qu'on étudie la sentience chez les animaux. Et ça m'amène... Alors, on peut pas forcément étudier leurs paroles, et souvent les indices sont plus complexes que ça. C'est est-ce qu'ils ont telle structure dans le cerveau, est-ce qu'ils sont capables de faire de l'intégration nerveuse, des choses comme ça, est-ce qu'ils sont des nocicepteurs. Ça peut être facilement assez complexe. Et la question que j'ai à vous poser, c'est, à votre avis, est-ce que les vertébrés sont sentients? Vertébrés, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les grenouilles et les poissons, en gros. Levez la main si vous pensez qu'ils sont sentients. Une très très grande majorité, en fait, même l'unanimité. Et en effet, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais je vous renvoie par exemple à quelques méta-études qui ont été faites sur les reptiles, les amphibiens et les poissons. Les poissons, ça a été pas mal débattu. Il y a 10 ans. Les 10 ans, on aurait demandé à la communauté scientifique, elle aurait dit qu'il y avait pas mal de doutes, mais maintenant, la sentience des poissons est aussi bien avérée que celle des autres, des mammifères ou des oiseaux. Mais rien ne dit que les vertébrés sont les seuls à être sentients. À votre avis, est-ce que les pieuvres sont sentientes? Levez la main si vous pensez. Encore une unanimité. Ben, en effet, on savait déjà que les pieuvres avaient des facultés cognitives assez intéressantes. Et il y a par exemple une méta-étude de Jonathan Birch qui a pris 8 critères de la douleur et qui a regardé si c'est... En fait, pour étudier la sentience, on regarde souvent la douleur parce que c'est ce qu'il y a de plus saillant. Mais évidemment, la sentience ne se réduit pas à la douleur. Et donc, ils ont évalué 8 critères de la douleur, et ils ont vu que les céphalopodes en avaient au moins 7 sur 8, sachant qu'au-delà de 5, c'était déjà une preuve suffisamment grande de leur sentience. Donc, c'est très très probable que les pieuvres soient sentients. Plus compliqué, à votre avis, est-ce que les insectes sont sentients? Levez la main si vous pensez que oui. C'est un peu plus mitigé, je vois aux mains qui font un peu ça. En effet, c'est aussi mitigé chez les scientifiques. Globalement, on penche de plus en plus vers oui. Par exemple, il y a une méta-étude de Matilda Gibbons parue l'année dernière qui faisait le point sur ce qu'on savait des insectes. Pareil, ils ont pris 8 critères de la douleur. Ils ont pris plusieurs ordres d'insectes, les diptères, les hyménoptères, les lépidoptères, les orthoptères, tout ça. Et pour chaque ordre, ils ont regardé quels critères ils validaient. Et la plupart, ils n'en validaient pas beaucoup parce qu'on les a pas étudiés. Mais certains, 2 ordres par exemple, en validaient au moins 5, ce qui est un fort niveau de preuve qu'ils peuvent souffrir. Et donc, au moins certains insectes peuvent être bien considérés comme sentients. On ne peut pas le dire pour tous les insectes, mais c'est probable que tous le soient. Et maintenant, autre question. À votre avis, est-ce que les plantes sont sentientes? Levez la main si vous pensez que oui. Ah ben beaucoup moins. En même temps, je m'adresse à une assemblée d'animalistes. Bon, en fait, souvent on voit ce genre d'articles sur le net qui disent en gros, on a découvert que les plantes pouvaient réagir, pouvaient capter des vibrations sonores des abeilles par exemple, pouvaient réagir à tel ou tel stimulus. Par exemple, si un herbivore les dévore, elles vont sécréter tout un tas de substances qui vont alerter les autres congénères autour. Et de là, donc ça c'est tout à fait vrai. Et souvent, ils franchissent un pas qui est, si elles réagissent, c'est que ils perçoivent consciemment la chose. Sauf que je vous dirais, un téléphone aussi, par exemple, on le touche, il réagit. Est-ce que c'est pour autant que le téléphone perçoit consciemment mon doigt? Est-ce que c'est pour autant que il ressent ma présence? Pas forcément. Et en fait, bon, je vais pas entrer dans les détails du débat. On ne peut pas dire absolument que les plantes ne sont pas sentientes, il y a toujours des doutes, mais globalement, les chercheurs pensent plutôt vers non. Globalement, il y a les preuves en faveur de la sentience des plantes sont quand même assez faibles ou inexistantes. On voit par exemple à cette revue de Lidcon, Plants neither possess nor require consciousness. Admirez cet accent laid. Et bon, globalement, l'idée ce serait qu'elles ne le seraient pas, mais il n'y a pas non plus de certitude absolue. Peut-être on verra dans les prochaines années ce qu'il en est.
Bref. En fait, disons que si les plantes ne sont pas sentientes, ça voudrait dire que si on les coupe, elles ne ressentent rien. Alors, est-ce que ça veut se dire qu'elles s'en fichent? Mais est-ce que ça veut dire qu'on se fiche totalement des plantes? Pas forcément, parce que les plantes sont aussi nécessaires aux animaux pour survivre. Et puis, on pourrait envisager, c'est pas ce que je défends, mais on pourrait envisager de protéger les plantes indépendamment de leur sentience. Par exemple, tout comme on considère que la tour Eiffel, on la préserve, même si on sait que la tour Eiffel, c'est pas sentient. On pourrait envisager de faire pareil avec les plantes, mais il faut avoir à l'esprit que jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des individus menant leur vie à la première personne, et on peut pas trop leur accorder la même considération morale que pour les animaux sentients. D'ailleurs, je dis les animaux, il en va de même, par exemple, pour les bactéries ou même les éponges. Les éponges, c'est des animaux qui ne bougent pas du tout, qui n'ont même pas de neurones. Les preuves qu'ils soient sentients sont encore inexistantes, et c'est au même titre que les plantes. Et dans les faits, même si biologiquement parlant les éponges sont un animal, peu d'animalistes viendront s'indigner qu'on les coupe en deux, si ce n'est pour, ça pourrait être pour un aspect de biodiversité, mais peu vont dire que c'est de la cruauté en soi, parce que le critère majoritaire des animalistes, c'est la sentience et pas le fait d'appartenir au règne animal. Donc voilà, je vous ai quand même expliqué pourquoi ce n'est pas absurde de se pencher autant sur cette petite lignée des animaux. Mais on pourrait se dire, ok, les animaux c'est pas n'importe quoi, mais pourquoi devrais-je m'intéresser aux animaux et pas seulement aux humains? Pourquoi est-ce qu'on devrait étendre notre cercle de considération morale au-delà de l'humanité? En fait, tout simplement parce que les choses que nous valorisons chez les humains sont largement applicables aux autres animaux. Je vais vous présenter en fait, ça m'amène à ma seconde partie, l'animalisme, une affaire de valeurs. Alors, beaucoup de valeurs mènent à l'animalisme. J'aurais pu passer des heures à vous les présenter, c'est d'ailleurs ce que j'ai failli faire en préparant cette conférence, mais j'en ai sélectionné 3 qui me semblent à la fois universellement partagés dans la population et qui, si on les prend au sérieux, impliquent de faire de l'animalisme une cause de premier plan et non pas une cause de second plan. La première d'entre elles, se soucier des plus mal lotis. C'est une belle valeur comme ça. On va par exemple se soucier des personnes en difficulté, de celles qui présentent un handicap, des plus pauvres, des personnes moins aisées. Et le truc qu'on oublie souvent, qu'oublient souvent ceux qui prônent cette valeur, c'est que les animaux font partie des plus mal lotis. Et j'irai même plus loin, ce sont les plus nombreux à faire partie des mal lotis. Par exemple, ça, je vous ai montré cette image tout à l'heure, c'est une vie banale qu'on a en élevage intensif. La plupart des poulets sont élevés comme ça. Ce sont des animaux qui, quand ils sont passés à un certain âge, n'auront pas la place, n'auront pas plus d'une feuille de carré A4 pour se développer, qui vivent sur une surface donc très très petite, qui ont même pas la place de déployer leurs ailes, qui sont tellement serrés qu'ils vont s'agresser entre eux. Ce sont des animaux qu'on a sélectionnés génétiquement pour être un maximum productif, pour qu'ils croissent à une vitesse folle, et donc ça fait que souvent ils pourront même plus se porter eux-mêmes parce qu'ils sont trop lourds et leurs pattes sont très faibles. Et ce sont surtout des animaux dont la seule perspective de retraite, c'est un camion qui les emmènera à l'abattoir. Si on se soucie vraiment des plus mal lotis, on ne peut pas dire que ces animaux-là sont au second plan. On doit considérer la cause animale doit être une cause absolument cruciale. L'animalisme, c'est aussi une affaire de justice. Parce que dans notre société, nous traitons les animaux injustement. Nous les considérons injustement. Nous faisons une sorte de 2 poids, 2 mesures permanent. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple pour ça que de comparer les cochons et les chiens. En France, vous avez tout à fait le droit d'élever un cochon et de le tuer chez vous. Si vous faites ça à un chien, la justice vous prend dessus. C'est amende, c'est prison avec sursis, voire prison ferme. Ceux qui ont tenté ça s'est pas bien passé pour eux. Et puis bien sûr, la société va vous voir avec un regard très négatif. Si vous faites ça avec un cochon, ça va pas particulièrement poser problème à la société. Alors certes, souvent que ceux qui ont tué les chiens, c'était pas dans le but de les manger, mais je pense que si c'était le but, ça serait pas tellement passé autrement au tribunal populaire ou judiciaire. La loi aussi autorise de construire de grands bâtiments où on va entasser les cochons pour les mettre sur un sol juste bétonné. Ça fait que les cochons aiment bien fouiller le sol, donc sur un sol bétonné, ils n'ont pas grand-chose à faire. La loi autorise de garder les femelles dans des cages minuscules qui font qu'elles ne peuvent même pas bouger. La loi autorise de mettre les cochons dans des fosses à CO2,
à la fin de leur vie pour soi-disant les étourdir. Alors je précise une chose, les fausses CO2, c'est les animaux prennent plusieurs dizaines de secondes avant de s'évanouir et pendant ces plusieurs dizaines de secondes, ils vont agoniser. Je comprends pas pourquoi on appelle ça de l'étourdissement, mais ça montre qu'on a vraiment un double standard. Et si vous faites ça à un chien, ben c'est directement maltraitance, c'est meurtre, trafic d'animaux. Pourtant, objectivement parlant, il n'y a pas plus de maltraitance dans un cas que si on faisait ça aux chiens. Pourquoi est-ce que je compare les cochons et les chiens? C'est parce que, psychologiquement parlant, ils sont pas très différents. Souvent, quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous feriez subir à lui ce que vous ne feriez pas subir à lui, ils vont dire les chiens c'est plutôt intelligent, les chiens c'est assez complexe, c'est assez sensible, les animaux d'élevage pas trop. Sauf que là ça marche pas parce que du point de vue cognitif, les cochons et les chiens sont très semblables. Ils sont très semblables et voire même les cochons ils battent les chiens dans certains tests. Donc c'est-à-dire si l'argument c'est que les chiens sont plus cognitivement développés que les cochons, ça va pas. Et il n'y a pas de raison aussi de penser que les cochons se porteraient mieux dans les élevages que les chiens. Comme je vous l'ai dit, ils aiment bien fouiller le sol. Donc quand les milles sont en sol bétonné, ça va les ennuyer, ça va faire de la frustration. Il y en a qui vont s'agresser entre eux. Donc on a bien un double standard énorme. Et puis aussi pourquoi ce serait immoral de tuer l'un et tout à fait acceptable de tuer l'autre. Il y a bien un énorme double standard. Vous voyez que c'est complètement arbitraire. Et si on veut être juste, on ne peut pas traiter ces animaux avec une différence aussi grande. On ne peut pas tolérer un double standard aussi énorme. L'animalisme, c'est enfin une affaire de responsabilité. Et pour introduire ce point, j'aimerais regarder une objection qu'on formule souvent aux animalistes. Là, vous imaginez quelqu'un en soirée qui va vous dire les animaux n'ont pas de notion de bien et du mal, ils n'ont donc pas à être considérés. Ça, c'est... Alors, je sais pas si beaucoup de gens vous prétendent ça exactement, mais c'est des choses qu'on a déjà entendues, et c'est vraiment un argument tout pété. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut en fait comprendre la distinction qu'il y a entre deux notions, celui d'agent moral et de patient moral. Un agent moral, c'est un être qui a une responsabilité morale. C'est un être qui a conscience du bien et du mal, qui peut bien ou mal agir, et on peut le louer ou le blâmer de ce qu'il a fait. Un patient moral, c'est une entité qui doit être considérée par l'agent moral et à qui on peut causer du tort. Par exemple, un adulte mature, c'est-à-dire un adulte qui n'utilise pas Twitter, est un agent moral parce qu'il est responsable de ses actes, mais c'est aussi un patient moral. C'est-à-dire, si on le jette par la fenêtre ou si on l'écrase, on va lui causer un préjudice. Un bébé, par exemple, c'est un patient moral. Si on le jette par la fenêtre ou si on l'écrase, ne faites pas trop ça d'ailleurs, on lui cause un préjudice. Mais ce n'est pas un agent moral parce qu'il n'a pas de responsabilité de ses actes. En tout cas, jusqu'à un certain âge, on peut pas trop le considérer comme un agent moral. Et imaginez Jean-Charles, par exemple, qui vous réveille un matin et j'espère qu'il n'y a pas de Jean-Charles dans la salle, qui vous réveille un matin, vous prenez votre petit déjeuner et puis il vous dit les bébés n'ont pas de notion du bien et du mal, ils n'ont donc pas à être considérés. Autrement dit, les bébés ne sont pas des agents moraux, donc ils ne sont pas des patients moraux. J'espère que vous lui répondriez tu as trop bu, va te coucher. Parce que il n'y a rien de contradictoire à être un patient moral et à ne pas être un agent moral. L'un n'applique pas forcément l'autre. On peut tout à fait, dans le cas du bébé, ne pas être un agent moral et être un patient moral. Et ce qui est vrai pour les bébés, l'est aussi pour les animaux. Vous voyez bien que cet argument qu'on a formulé au départ ne tient pas la route. Mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les animaux sont vraiment dénués de sens moral? Est-ce qu'on ne peut pas considérer certains comme des agents moraux? Là, je vais vous décevoir un peu, c'est que c'est encore pas mal débattu. Dire que il y a certains auteurs estiment que certains animaux ont des comportements qu'on pourrait qualifier de moraux et des émotions morales, comme l'empathie, le sentiment d'injustice, l'action de venir en aide aux autres, le fait de punir certains animaux. Mais d'autres vont estimer que ce n'est pas suffisant pour considérer qu'il s'agit d'une agentivité morale ou qu'il s'agirait dans bon nombre de cas plutôt de réactions égoïstes. Par exemple, si un capucin va jeter une expérience connue faite à ce sujet, c'était on avait deux capucins dans deux cages différentes. L'un lui donnait des raisins et l'autre on lui donnait des concombres, sachant que les capucins préfèrent le raisin. Et celui on donnait que des concombres, au moment où il jetait le concombre sur l'expérimentateur, il était pas content.
Et donc, est-ce que c'était un sentiment d'injustice? Certains auteurs estiment que ce serait plutôt juste de la jalousie de sa part. Ça commencerait à devenir un sentiment d'injustice si l'autre capucin s'était lui-même indigné du sort de son compatriote, ce qui n'était pas vraiment le cas. Bon, ça reste encore débattu, mais en fait, quoi qu'il en soit, que les animaux soient ou non des agents moraux, les humains en sont. En tout cas, les humains passés un certain âge, et nous ne pouvons mieux honorer ce statut qu'en faisant preuve de responsabilité, en cessant de se montrer indifférent et insouciant à l'égard de la souffrance animale. Bref, l'animalisme, je vous l'ai dit, c'est une affaire de valeurs que nous partageons tous, mais je pense que si vous êtes venu dans cette salle, c'est que vous en doutiez un peu. Vous en doutiez que l'animalisme, c'est pas non plus une cause tout à fait lambda. Et maintenant, la grande question, c'est quels défis nous attendent pour le XXIe siècle? Comment concrètement améliorer le sort des animaux? Je dois dire que on devra faire face à beaucoup de problèmes. Forcément, compte tenu de la durée de la conférence, je pourrais pas tous les évoquer, certains très importants que je ne vais pas traiter. Mais rien n'empêche d'y voir un peu plus clair en se dégageant 2-3 axes de réflexion. Le premier d'entre eux, celui qui a accaparé historiquement une bonne partie du débat animaliste, c'est celui de l'élevage. Alors chez les animalistes, on a tendance à distinguer deux positions. On a d'une part le welfariste, qui considère que l'élevage intensif est à proscrire, ou plus généralement les formes d'élevage qui consistent à faire souffrir les animaux, où les animaux vivent dans des conditions misérables, mais sans forcément remettre en cause l'élevage extensif, ou si on veut être plus précis, sans forcément remettre en cause les formes d'élevage où les animaux auraient un certain bien-être. Et on a de l'autre côté les abolitionnistes qui considèrent que l'élevage en lui-même pose problème en ce qu'il est une exploitation des animaux, en ce qu'il les considère comme un moyen et non pas juste comme une marchandise et non pas comme des fins. Et surtout que à la fin, qu'ils viennent d'élevage extensif ou intensif, elle finira à l'abattoir. Alors, je vais pas m'appesantir sur ces distinctions parce que les deux sont d'accord quand même pour dire qu'il faut mettre fin à l'élevage intensif. Or, l'élevage intensif, c'est l'élevage tel qu'il est majoritairement pratiqué de nos jours. C'est-à-dire 4 animaux sur 5, si on regarde les animaux terrestres, les vertébrés terrestres, viennent d'élevage intensif. Si on regarde les poissons, les truites ou les saumons, c'est aussi majoritairement de l'élevage intensif. Donc la question, c'est comment réduire, voire arrêter cet élevage intensif. On peut regarder, j'ai sélectionné 4 leviers pour essayer d'avancer dans ce sens. Le premier, c'est celui de la consommation personnelle. L'un des grands défis du XXIe siècle sera d'inverser la courbe qu'on a eue au cours des 2 derniers siècles. On a eu une augmentation énorme de la consommation en produits animaux, en consommation de viande notamment. Et on est passé de 20 kg par an par habitant en 1800 à plus de 85 aujourd'hui. C'est gigantesque. Et ces 30 dernières années, ça a tendance à stagner. Alors on pourrait se dire, si ça stagne, c'est que il y a autant d'animaux qui sont élevés d'année en année. Sauf que non. Parce que un point crucial qu'il faut avoir en tête, c'est que les animaux n'ont pas tous le même poids. Pour produire une tonne de viande bovine, il va falloir tuer 3 bovins. Pour produire une tonne de viande de poulet, il va falloir en tuer 500. Et ce qu'on observe au cours des dernières années, regardez un peu la courbe en bleu. Ce qu'on observe, c'est que la consommation de viande bovine diminue un peu. Enfin, si on regarde par habitant, elle diminue. Forcément, au total, comme la population française croît, ça augmente quand même un peu. Mais surtout, une augmentation de la consommation en poulet. Or, les poulets sont de petits animaux. Donc, c'est-à-dire que pour avoir la même quantité de viande, il va falloir en élever beaucoup plus. Et ce qui fait que même si en apparence la consommation de viande stagne, le nombre d'animaux élevés, lui, ne cesse d'augmenter. Alors, du point de vue environnemental, c'est plutôt positif, on pourrait se dire, parce que les poulets ont un impact environnemental moindre, ils polluent moins que les bovins. Mais du point de vue des animaux élevés, c'est pire, parce que d'une part, on en élève plus, et puis les poulets sont généralement élevés dans des conditions plus terribles que les bovins. Donc si on veut répondre à la fois aux enjeux écologiques et de bien-être animal, il ne s'agit pas seulement de diminuer la consommation globale de viande, il faut diminuer la consommation de chaque animal. Et comment concrètement on peut changer les habitudes alimentaires? C'est pas facile, je pense que bon nombre dans cette salle ont déjà expérimenté. Ça passe évidemment par de la sensibilisation, mais si on ne fait que rappeler aux gens les problèmes, les défauts de la viande,
beaucoup d'entre eux se mettront en mode défense et vous traiteront de culpabilisateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement pointer un problème, il faut aussi pointer une direction où aller. Il ne faut pas seulement dire que la viande c'est mauvais, il faut aussi faire que l'alimentation végétale donne envie et soit abordable. Et ça m'appelle au second levier, le levier industriel. En fait, pas mal de consommateurs accepteraient de végétaliser leur alimentation à condition qu'elle donne envie, et en l'occurrence à condition qu'elle ressemble pas mal aux produits carnés. C'est pour ça qu'on aura par exemple des simili carnés, des steaks de soja, des saucisses végétales, qui certes ne sont pas plus nutritives que les légumineuses, on parlera un petit peu après des légumineuses, mais qui donnent quand même plus envie. Le grand problème, c'est que ces produits, ces simili-carnés coûtent actuellement plus cher, et ça fait que beaucoup de consommateurs de viande se tournent pas encore vers eux. C'est pour ça qu'on a besoin d'industriels, d'investisseurs, d'entrepreneurs pour développer des produits végétaux, pour créer des produits végétaux qui donnent envie, qui puissent remplacer la viande et qui soient abordables pour tout le monde. On a aussi un levier politique très très important. On peut agir par exemple sur les subventions. Actuellement, l'élevage est énormément subventionné. Il suffit de voir que 80% des aides couplées de la PAC, de la politique agricole commune, est à destination de l'élevage. Alors qu'on pourrait subventionner, par exemple, les produits végétaux, et notamment les légumineuses. Les légumineuses, c'est une famille de végétaux qu'on appelle les fabacées, et qui ont un double intérêt. D'une part, ils sont assez riches en protéines, qui en fait une bonne alternative à la viande, et d'autre part, ils ont la capacité de fixer l'azote de l'air et de le mettre dans le sol. Ce qui fait qu'ils ont moins besoin, voire pas besoin, d'engrais azotés. Or, les engrais azotés ont un impact environnemental assez conséquent, parce que quand on déverse de l'engrais, les plantes ne vont pas tout prélever, donc dès qu'il y a une averse, pouf, ça part dans la pluie et ça part dans le cours d'eau. Et puis une partie de cet azote va aller dans l'atmosphère et contribuer au changement climatique. Donc les fabacées, les légumineuses, sont une bonne stratégie à la fois pour les animaux, pour l'environnement et du point de vue nutritionnel. Et on pourrait subventionner, un levier politique consisterait à subventionner davantage ces cultures. D'ailleurs, pas mal d'agriculteurs pensent à se tourner vers les légumineuses, mais actuellement, il manque d'aide. D'ailleurs, je parle de levier politique, il peut être à différentes échelles. On peut influer au niveau national, au niveau européen dans la PAC. On peut aussi agir au niveau très local. Par exemple, en favorisant l'alimentation végétale dans les cantines scolaires, dans les lieux de restauration collective. Ça permet de s'affranchir du côté il faut convaincre les consommateurs qui sont dans les supermarchés. Et surtout que généralement les viandes qu'on a dans les cantines scolaires, c'est vraiment de la viande intensive, donc c'est vraiment le pire de ce qu'on fait. Enfin, il y a aussi le levier législatif. Il peut s'agir de législation un peu sobre, ou on pourrait dire réformiste. Par exemple, augmenter la taille des cages. C'est un truc auquel on pense pas forcément, et qui certes ne va pas du tout régler le problème de l'élevage, et encore moins de l'élevage intensif, encore moins de l'élevage, mais qui permet à coup sûr d'améliorer un peu le bien-être des animaux. Et il peut s'agir de transformations plus profondes, c'est-à-dire de changer le statut des animaux. Parce que imaginez un peu si les règles de protection animale qu'on applique déjà aux chiens et aux chats s'appliquaient également à tous les animaux. Bon nombre de pratiques que j'ai décrites là seraient illégales. Alors certes, entre une loi et son application, il y a toujours un monde, mais le levier législatif sera un point fort pour améliorer la situation des animaux. Deuxième grand changement qui, je l'espère, interviendra au cours du XXIe siècle, c'est une reconsidération des poissons. Les poissons, je dois le dire, sont aux poubelles de la considération humaine. Et je pèse mes mots, ils sont vraiment aux poubelles de la considération humaine. Parce que voilà comment on traite les poissons aujourd'hui. Pour donner une statistique, on pêche 1000 milliards de poissons par année, c'est-à-dire on pêche plus de poissons en un an qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Ça fait un peu le vertige. En fait, ce qui se passe, c'est que le chalutier, il va récupérer un tas de poissons, il va le remonter à la surface. Donc imaginez un peu les poissons qui sont en dessous, qui sont écrasés par les filets. J'aimerais pas trop être à leur place. Et puis ils vont être déchargés à bord. Et comment les abat-on, me direz-vous? Ben, majoritairement, on les laisse crever comme ça. Majoritairement, on les laisse s'asphyxier à l'air libre. Et puis les poissons peuvent prendre plus d'1 heure pour perdre conscience. Donc on est très 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 loin d'une mort indolore. Et ça, c'est parfaitement légal. Ouais. Quand même, cette photo, je la trouve assez stupéfiante parce que, imaginez si on remplaçait les poissons par des cailloux
ou même des tout venants dans une déchetterie. Ça nous choquerait pas. On traite vraiment les poissons comme on traiterait des cailloux, des déchets, c'est-à-dire comme du tout venant. On ne les considère à aucun moment comme des individus. On les considère comme une simple ressource qu'on amasse, qu'on entasse, qu'on dépose par-ci par-là. Je pense qu'on peut pas faire trop pire en considération. On traite vraiment les poissons comme des déchets. Simplement comme des déchets utiles pour nous. Alors comment concrètement améliorer la considération qu'on a aux poissons? Une piste que je propose, c'est de diffuser à un maximum de gens ce qu'on sait de leur éthologie. Éthologie, c'est la science du comportement animal, de leur cognition notamment. C'est-à-dire qu'il y a un énorme gap, un énorme fossé entre la perception du public et ce que dit la science, ce que dit la recherche. Pour la plupart des gens, pour bon nombre de gens, les poissons sont des êtres un peu bêtes, rudimentaires et peu sensibles, alors que c'est pas du tout ce qu'on trouve. Déjà, ce sont des animaux sentients, ce que pas tout le monde n'a en conscience justement. Ce sont des animaux avec des facultés cognitives assez complexes. On a par exemple des poissons ils ont une bonne mémoire généralement, contrairement au cliché, les poissons ont une mémoire de 3 secondes. Il y en a qui savent faire des additions, des soustractions. Il y en a qui défoncent les dauphins au test du miroir. Le test du miroir, je sais pas si vous connaissez, c'est un test où on va mettre un animal face à un miroir. On va regarder s'il se reconnaît dedans. Et par exemple, on va lui mettre une tache sur le dos et on va regarder est-ce qu'il est capable d'enlever cette tache et de se reconnaître dans le miroir. C'est souvent une expérience assez connue parce que ça évalue la conscience de soi. Donc, dans l'esprit des gens, ça a une forte valeur symbolique. Et en fait, on a un poisson qui s'appelle le labre nettoyeur qui passe mieux ce test que les dauphins, par exemple. Donc, on est la cognition des poissons est quand même beaucoup plus importante que ce qu'on imagine parfois. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fond, beaucoup d'animalistes se fichent pas mal, n'accordent pas tant d'importance à cet aspect cognition. Comme le disait un certain Jeremy Bentham, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir. Sauf que le fait est que beaucoup de gens, s'ils voient les poissons comme des êtres plus intelligents, avec de meilleures facultés cognitives, leur attribueront plus d'états mentaux et les considéreront aussi comme des êtres plus conscients, plus sensibles, plus sentients. Pour ça qu'on ne perd rien à accentuer les facultés, à diffuser à un maximum de monde les facultés cognitives des poissons. Ah oui, une petite anecdote, je sais pas si vous connaissez ce poisson, c'est le poisson blob, particulièrement réputé pour être très moche. L'histoire qu'on connaît moins, c'est que le vrai poisson blob, dans son milieu naturel, il ressemble à ça. Pas très impressionnant, limite un poisson normal. Sauf que là, il vit à 3000 mètres de profondeur. Comment est-ce qu'on a fait pour passer de ça à ça? Je vous laisse deviner. Chalutier prend le poisson, et dans les profondeurs, la pression est beaucoup plus élevée qu'en surface. Donc, que font ces tissus quand la pression diminue drastiquement? Voilà. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire des poissons blobs si vous ne la connaissiez pas déjà. Allez, on va bientôt finir avec un aspect que même beaucoup d'animalistes n'ont pas en tête, c'est aider les animaux sauvages. Je pense que c'est l'un des grands axes de recherche. Là, je vous ai beaucoup parlé des maux que les humains infligeaient aux animaux. Mais les humains ne sont pas que des nuiseurs. L'animalisme ne consiste pas simplement à ne pas faire de mal, il consiste aussi à faire du bien, et notamment d'améliorer la situation, et notamment des animaux sauvages. Souvent, on pense que la nature, c'est un lieu assez idyllique, parce que, comme elle est belle, on doit se dire qu'on doit y couler la belle vie. Sauf que la réalité est beaucoup plus contrastée. Dans la nature, on a des famines, on a un manque de ressources, d'eau, on a des compétitions, on a des aléas climatiques, on a des maladies qui peuvent nous attraper à tout instant, on a le parasitisme. Là, par exemple, c'est un lapin atteint de myxomatose, qui est une maladie des yeux assez mortelle. Là, c'est un poisson qui a la maladie du tournis, qui lui cause une déformation des os. Là, c'est un herbivore qui est certainement mort de faim ou de soif. Donc, en fait, quand on sait que la plupart des animaux vivent à l'état sauvage, ça fait que la plupart des souffrances qu'expérimentent les animaux sont des souffrances naturelles. Et si on tient à cœur de défendre les animaux, on ne peut pas être totalement insensible à leur sort. Si on défend les animaux, on est obligé d'admettre qu'il faille améliorer, dans la mesure du possible, leur situation. Et c'est déjà ce qu'on fait quand, par exemple, on donne à disposition de l'eau pour les oiseaux pour qu'ils passent mieux l'été, ou quand nous secourons des animaux dans des incendies naturels, enfin dans des incendies en général.
Beaucoup d'incendies sont artificiels, mais certains d'entre eux sont naturels. C'est pas pour autant qu'on va les laisser crever. Et ce que proposent certaines organisations, par exemple le Wild Animal Initiative, c'est d'aller plus loin et de réfléchir à améliorer, à développer des solutions concrètes pour améliorer la situation des animaux sauvages. L'une des pistes envisagées, par exemple, c'est de donner des vaccins aux animaux sauvages pour leur éviter telle ou telle maladie particulièrement atroce. Sachez d'ailleurs qu'on vaccine déjà des animaux sauvages, mais dans un intérêt plus anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on va les vacciner contre la rage pour éviter qu'ils nous refilent la rage. Mais si on tient à cœur le bien-être des animaux, pourquoi ne pas le faire dans l'intérêt des animaux eux-mêmes? Alors, certes, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air à première vue. Par exemple, parce que les écosystèmes, c'est complexe, il y a beaucoup de choses qui sont interconnectées. Si on vaccine une population contre une maladie, peut-être qu'elle croîtra et que par conséquent, il y aura moins de ressources et qu'elle mourra de faim. Ou peut-être qu'elle va faire une compétition avec une autre espèce qu'elle mourra de faim. Ou peut-être pas. En tout cas, il faut étudier, et c'est tout l'objet d'une nouvelle discipline qui est en train de naître, qui s'appelle la biologie du bien-être, et qui consiste à étudier le bien-être des animaux sauvages en vue de concevoir des méthodes d'intervention qui soient réalistes et qui ne créent pas plus de problèmes qu'il y en avait avant pour améliorer le bien-être des animaux sauvages. Personnellement, si vous voulez savoir, c'est ce que je compterais faire plus tard parce que la souffrance des animaux sauvages est un domaine très négligé, même chez les animalistes, et pourtant d'une grande ampleur. Espérons qu'à l'avenir, il le soit un peu moins. Bref, j'espère vous avoir montré, on touche un peu à la fin, j'espère vous avoir montré que la cause animale, ce n'est pas n'importe quoi, qu'elle est beaucoup moins superficielle qu'elle en a l'air. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la situation de quelques chats et chiens, il s'agit de penser d'améliorer la situation de la majorité des habitants de cette planète. Et j'aimerais terminer avec une réflexion un peu plus globale, et nous dans tout ça. Quelle place prennent les humains dans ce grand schéma? Si je devais donner une métaphore à l'humanité, je dirais que c'est une épée à double tranchant. Alors je m'explique. Pourquoi ce serait une épée? Parce que nous avons un pouvoir énorme. Ça fait quand même plus de 4 milliards d'années que la vie existe. Jamais, de ce qu'on connaît, il ne se produit une telle chose, c'est-à-dire qu'on est à un moment de la vie où nous avons le pouvoir d'influencer notre propre devenir. Nous sommes en train, par exemple, de réfléchir dans une salle à améliorer la situation d'autres animaux. Je pense pas que se soit beaucoup passé ça dans le présent, dans le passé. Il faut vraiment prendre cette période que nous avons comme une opportunité qu'il faut saisir. Et pourquoi est-ce que c'est une épée à double tranchant? Parce que nous sommes capables du meilleur comme du pire. Nous avons créé les pires moyens de torture envers nos propres congénères. Nous avons asservi d'autres peuples en esclavage. Nous avons créé des traditions insensées et sanglantes. Nous avons détruit l'habitat de milliers d'espèces. Nous avons créé des lieux où nous entassons délibérément des animaux que nous avons spécialement sélectionnés pour grossir le plus vite possible et pour les tuer le plus vite possible. Mais inversement, nous sommes aussi capables de remise en question. Nous sommes capables de bien manier cette épée. Nous avons l'opportunité de nos jours de développer ce que nous avons de plus utile, notre intelligence, notre créativité, nos techniques, de développer notre sens pour entreprendre, notre capacité de projection, et de le mettre au service du plus grand nombre, dont les animaux font partie. Nous avons la capacité d'avoir de l'empathie, du progrès et de réaliser de grands progrès et de réfléchir sur les conséquences de nos actes. Nous sommes capables d'empathie, de réflexion et de progrès, et c'est en ce sens que j'ai espoir en l'humanité, que j'ai espoir en nos capacités d'amélioration. Je vous remercie.